Aujourd'hui, on parle de Tapestry, un peu comme tout le monde ces temps-ci dans le fond. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je suis bien content de vous parler de Tapestry qui avait été au mois de septembre ma découverte du mois pour ceux qui ont visionné mon Quad 9. Je vous en avais parlé un peu, que c'était un jeu qui avait attiré grandement mon attention et Sylvain vous a fait la présentation du jeu sur la chaîne, vous a dit les grandes lignes de ce dernier. Il avait fait également un live pour faire le déballage du jeu, alors je vous apprendrai rien si je fais seulement répéter les mêmes choses que lui. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous offrir ma critique sur le jeu, mais dans une optique en solitaire, parce que pour l'instant, c'est la seule configuration dans laquelle j'ai eu l'opportunité d'y jouer en solitaire. Alors, vous devez savoir qu'au moment de tourner cette vidéo, ma critique va se baser sur 3 parties qui ont été faites dans différentes circonstances. Là, vraiment, ça a été 3 parties très différentes, mais prenez ça en considération. Peut-être que ma critique va changer lorsque j'y aurai joué 10 fois ou quoi que ce soit, mais je vais soulever donc des points positifs, des points peut-être faibles, ou bref, ma critique sur ce jeu. Par contre, puisque je sais que la plupart d'entre vous, vous connaissez les grandes lignes du jeu dans sa version en multijoueur contre d'autres joueurs, avant que je vous parle de certains points en lien avec la configuration en solitaire, ça ferait beaucoup plus de sens si vous aviez les grandes lignes au sujet de comment y jouer en solo. Alors, immédiatement, je vais vous montrer un petit segment où en quelques minutes, je vous donne les grandes lignes sur les différences dans la configuration en solitaire et je vous reviens tout de suite après avec ma critique. Donc, regardons ensemble quelques différences au sujet du mode de jeu en solitaire. Alors, je prends en considération que vous êtes déjà familier un peu avec les règles du jeu de base et maintenant, je vais prendre seulement quelques instants pour vous pointer des différences notables. Alors, dans une partie en configuration de solitaire, eh bien, on compétitionne pour être celui avec le plus grand nombre de points, un peu comme une partie en multijoueur habituelle. Par contre, nous aurons 2 adversaires principaux qui seront des joueurs automatisés ou robotiques, si on veut, alors des joueurs qui ne sont pas humanoïdes. On a, entre autres, notre plus grand adversaire qui sera dans ce cas-ci le joueur rouge, qui est l'Automa. Alors, l'Automa va récupérer en début de partie un plateau comme celui-ci, alors que les joueurs vont avoir leur plateau habituel de civilisation, de revenus, de ressources, également leur territoire. Les joueurs vont être forcés de commencer dans un emplacement bien précis en début de partie, même chose pour l'Automa. L'Automa a donc son plateau qui lui est propre, sur lequel nous aurons des étapes à respecter lorsque la phase revenu va survenir et selon le niveau de difficulté que vous choisirez, parce qu'il y a 6 niveaux de difficulté différents, nous pourrons utiliser un côté pour difficile, un côté ici pour le niveau facile et nous aurons des cartes qui pourront venir s'ajouter dans cet emplacement selon le niveau que vous allez choisir. Il y aura également des cartes de civilisation parce qu'en début de partie, on devra lancer un dé pour déterminer quelle est la piste préférée de l'Automa et ça va déterminer également quelles seront ses spécialités. Par exemple, dans ce cas-ci, nous avons l'Automa qui est une nation d'explorateurs. Alors, on a des règles bien précises pour cette configuration. Alors, l'Automa, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous nuire, il va progresser également sur le plateau, il y a plusieurs actions qu'il va pouvoir effectuer avec des règles un peu différentes de joueurs habituels, il va progresser sur chacune des pistes de façon différente, il va nous compétitionner pour être celui avec le plus grand nombre de points de victoire en fin de partie pour nous battre. Et donc, il aura la possibilité, peut-être en cours de partie, de se débarrasser des cartes qui sont ici, récupérer des cartes Tapestry, récupérer des landmarks comme ceci, les gros bâtiments qui vont nous donner tout plein de points et nous enlever l'accès à ceux-ci. Ils vont pouvoir explorer la carte, il va pouvoir conquérir différents territoires également en cours de partie. Alors voilà pour grosso modo les règles concernant l'Automa qui est notre adversaire principal
principal. Par contre, il y aura un deuxième adversaire pour nous, donc un troisième joueur, qui est le bot. Alors le bot, lui, c'est le joueur gris qui n'a presque rien sur le plateau. Il a quand même une piste préférée. Il a des marqueurs sur chacune des pistes. Et lui, son objectif, c'est d'avancer le plus dans ces pistes-là pour aller récupérer des landmarks, des bâtiments importants, et les donner à son partenaire, l'automa, pour lui permettre de faire plus de points de victoire. Comment on sait quelle action l'automa et le bot vont faire? Eh bien, on a un petit paquet de cartes ici, comme ceci. En début de chaque tour, lorsque le joueur humanoïde a terminé de jouer, on va dévoiler une carte qu'on n'aurait pu placer de n'importe quel côté. Là, ça c'est aléatoire. Et par la suite, on peut ignorer les extrémités de ces deux cartes. On regarde seulement ce qui se situe au centre et ça nous indique les actions qui, dans le haut, sont effectuées par l'automa et les actions qui, juste après, dans le bas, sont effectuées par le bot. Alors voilà rapidement un bel aperçu des règles en solitaire. Donc voilà, vous en connaissez un peu plus maintenant sur la façon de jouer en solitaire, bien que je n'ai pas entré en profondeur dans toutes les règles. Et c'est important pour moi que vous compreniez un peu les différences entre la version en multijoueur et celle en solitaire avant que je vous fasse part de mon avis sur ce dernier. Alors donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur Tapestry? Ben, premièrement, c'est un jeu qui fait beaucoup parler, hein, qui a commencé à faire parler alors qu'il n'était même pas encore disponible, alors qu'on n'avait même pas d'informations encore sur le jeu, qu'on avait seulement le nom de l'auteur et le titre. Alors oui, il y a tout un engouement sur le jeu, toute une controverse également sur ce dernier. J'aborderai pas ces points-là, je vais me concentrer strictement sur mon expérience personnelle. Et là, personne ne peut me dire que j'ai pas raison, c'est une expérience en solitaire. J'étais tout seul en tête à tête avec mon jeu, alors je veux simplement vous partager qu'est-ce que j'en ai pensé personnellement de Tapestry. Donc, bon, je ne vais pas mettre trop de temps sur qu'est-ce qui est évident, parce que oui, c'est évident, le jeu est magnifique. Il est beau, j'aime les couleurs, c'est pas tout le monde, il y en a qui vont trouver ça fade, qui vont trouver que c'est des choix de couleurs très mat, si on veut. C'est pas mon cas, moi j'aime beaucoup le look du jeu. Il y en a qui vont critiquer les petites miniatures comme celle-ci, qui sont selon moi, merveilleuse. Alors moi, je ne suis pas un peintre et avoir des figurines grises pas peinturées, pour moi, c'est un problème. Si on m'offre la possibilité d'obtenir des figurines comme ceci, pré-peintes, c'est sûr, à 147% que je vais préférer cette formule. Je comprends que les peintres parmi vous n'aimeront ou seulement... Pas besoin d'être peintre pour trouver que, bon, c'est peut-être pas le meilleur look pour des figurines, et c'est peut-être pas le look le plus réaliste, les teintes, les ombrages, tout ça, l'aspect de profondeur est pas là. Bon, je comprends ça, j'en conviens, mais pour moi, c'est parfait. Alors, il y en a probablement parmi vous qui auraient préféré avoir les figurines qui ne sont pas peintes pour pouvoir vous-même faire le travail de peinture. J'en suis désolé, je ne sais pas en fait s'il y a possibilité de recouvrir ça et de les repeinturer par la suite, là. Possiblement, peut-être, je ne le sais pas. Mais pour moi, c'est vraiment pas un problème. J'aime le fait qu'elles ont été pré-peintes et elles sont très, très, très massives. Je ne sais pas en fait en quel matériel exactement c'est. Elles ont l'air à la fois super rigides et très délicates. Alors, j'ai fait attention, je ne veux pas les échapper par terre, par accident, mais je pense pas que ça casserait ou quoi que ce soit. Alors, côté composante, là, je ne veux pas passer plus de temps là-dessus, je veux simplement dire que c'est merveilleux. Côté longueur de jeu en solitaire, j'ai aucune idée combien de temps peut prendre une partie en multijoueur. Si vous y avez joué à plusieurs, précisez à combien de joueurs et précisez-nous combien de temps ça a pris votre partie dans les commentaires. Pour une partie en solitaire, c'est certain que la première partie va être plus longue un peu, parce qu'on doit souvent ou quelquefois se référer aux règles pour des termes particuliers, pour des circonstances particulières. Alors, je dirais que la première partie, la durée est pas cohérente, n'est pas pertinente, là. Par contre, pour ce qui est de ma deuxième partie, ça a pris 1h30. Avec, encore une fois, quelques petites hésitations, un peu d'analyse et tout ça. Mais pour ce qui est de ma troisième partie, je crois que ça m'a pris
1h10, quelque chose comme ça, où est-ce que là, tout était beaucoup plus fluide, et je suis convaincu qu'il est possible de jouer à Tapestry en solitaire en moins d'1 heure. Si, une fois que le jeu est mis en place, du début de la partie jusqu'au décompte final, en bas d'1 heure, je suis convaincu que c'est possible parce que ça se joue très très bien, ça se joue excessivement vite. La plupart des tours de l'automa et du bot, qui sont les deux joueurs robotisés, se feront en moins d'1 minute. Alors parfois, surtout en début de partie, le tour des deux automas, en fait il y a un automa et un bot, là, je vais les appeler pour le reste de cette vidéo les automas, même s'il y a une distinction entre les deux. Alors le tour des automas sont excessivement simples. En début de partie, tout ce que c'est on vise une piste et on les fait avancer, et la plupart du temps, il n'y a aucune action qui se passe au début comme ça. Et dans les tours les plus longs, en fait, c'est lorsque l'automa va devoir explorer ou va devoir conquérir un territoire. Et pourquoi c'est plus long? C'est parce qu'on doit se référer à partir de maintenant à cette partie-ci des cartes, qui est la partie tiebreaker, qui brise les égalités, pour savoir, OK, quel territoire exactement est-ce qu'il va explorer? Quel territoire est-ce qu'il va exactement conquérir? Quelles sont les circonstances? Est-ce que l'île centrale est conquise? Sinon, c'est ça qu'il va prioriser. Si oui, eh bien, il va essayer de se rapprocher du joueur, mais si sa piste préférée n'est pas la piste militaire, il ne pourra pas aller trop à proximité. Alors, plein de petites circonstances qu'on doit vérifier dans nos premières parties, mais aussitôt qu'on est fluide avec ces circonstances qui ne sont pas sans rappeler l'automa dans Scythe pour ceux qui y ont joué, mais ici on est dans quelque chose de vraiment épuré, là. La seule ressemblance avec l'automa de Scythe, c'est dans l'idée derrière la priorité des tuiles ou des territoires où l'automa va explorer ou va effectuer son action. Sinon, c'est très très simple. Et comme je vous le disais, aussitôt qu'on est familier avec la façon que ça fonctionne, ça prend son sens, on n'a plus besoin de s'y référer, on fait l'action. Mais il y a toujours un petit doute qui nous reste à savoir, est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne tuile, celle qui respectait tous les critères? Mais dans la plupart des cas, en fait dans tous les cas, là, parce qu'on a ce doute-là, peut-être que c'est juste moi qui l'ai ce doute-là, mais c'est très facile à vérifier, alors faut pas avoir de crainte là-dessus. Sinon, Tapestry, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est à la fois fluide, mais c'est satisfaisant. J'ai de la misère à parler. C'est également satisfaisant. On décide d'avancer sur les pistes que je vous ai montrées tantôt, on obtient des bénéfices, on est en train de se créer une petite machine, et il y a tout plein d'opportunités autour de nous. À notre tour, il y a toujours quelque chose qu'on voudrait faire. C'est toujours le foutu nombre de ressources qu'on a sous la main qui nous limite. Et ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans la version en solitaire, c'est qu'on a, comme dans la version, je pense, en multijoueur, on a avantage à être le premier qui passe, qui va en phase de revenu. Et pour ce qui est de l'automa, eh bien, on peut toujours savoir environ à quel moment il va passer. C'est-à-dire, quand le paquet de ces cartes est vide, on sait à 100% qu'il va passer. Par contre, si ce sont les deux dernières cartes du paquet qu'on doit dévoiler, eh bien, si on a le symbole de la main comme ceci, qui est dans la section active, eh bien, il ne va pas effectuer les actions de son tour, il va passer à la place. Alors, il y a un petit peu de pousser sa chance à ce moment-là. Est-ce que je fais une action de plus en me disant que peut-être il ne fera pas son revenu tout de suite, puis je vais pouvoir avoir des avantages? Ça, j'aime beaucoup ça, cette incertitude-là, qui ne vient pas nécessairement tout changer, mais qui est quand même très intéressante. J'aime beaucoup la façon également de gérer le revenu de l'automa. C'est super simple, on se réfère à chaque étape qui est ici. Et tout ça va en montant de façon exponentielle en cours de partie, les occasions pour lui de faire des points. C'est très 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 réaliste. Ça simule bien un autre joueur également. Il y a le bot, aussi le joueur gris, qui va progresser sur les pistes, qui lui c'est excessivement simple à gérer. On fait seulement avancer sur la piste, et s'il y a un bâtiment à cet emplacement-là qui n'a pas été réclamé, eh bien il récupère et le donne à l'automa. C'est tout. Alors, très 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 simple. À ce niveau-là, je vais vous parler de la thématique. Il y en a qui vont dire que Tapestry, c'est... moi, là, ce petit Civilization Game ici,
Je suis pas trop sûr. Alors, je veux vous en faire part parce qu'il y en a qui disent c'est pas un jeu de civilisation. Quand on le compare à ce qu'un jeu de civilisation est en temps normal, comme Clash of Cultures, Through the Ages, c'est ce genre de jeu-là. Et là, ça peut ouvrir un débat qui peut être très intéressant, entre autres Seven Wonders. Est-ce que c'est un jeu de civilisation? Est-ce que c'est un jeu de draft avec une thématique de civilisation? Même Gentes, qui est un jeu qui est à quelque part dans ma bibliothèque. J'ai oublié son emplacement. Est-ce que c'est un jeu de civilisation? Est-ce que c'est un jeu à thème de civilisation? Et ici, je crois qu'on est un peu entre les deux vraiment, parce qu'ici, le thème se ressent plus que dans Seven Wonders, où est-ce que j'ai aucunement l'impression d'être en train de construire une civilisation ou quoi que ce soit. J'ai juste l'impression d'être en train de récupérer des cartes qui vont me donner des points en fin de partie. Et dans l'autre extrême, Clash of Culture, eh bien, j'ai vraiment le sentiment d'être en train de construire quelque chose et de faire des choix qui sont axés sur les choix précédents. Qu'est-ce que ma civilisation a traversé? Les choix que je fais maintenant auront des impacts sur qu'est-ce qui va se passer par la suite et tout ça. Et ici, je trouve qu'on se situe un peu entre les deux, ce qui n'est pas, à mon regard, ce qui n'est pas mauvais. Alors, on a un jeu de civilisation qui tient en bas de 2 heures, je crois, le temps de maximum là, en multijoueur. Et j'oublie toujours que c'est un jeu qui joue jusqu'à 5 joueurs, en fait. Je dis toujours 2 à 4. Il est possible d'y jouer jusqu'à 5, en vérité. Et donc, un jeu très, très, très rapide. Non, on n'a pas le même sentiment de civilisation que dans Sid Meier's, que dans Clash of Culture, que dans d'autres jeux comme ceux-ci. Mais on est en train de bâtir quelque chose quand même. Et oui, ça reste très, très, très abstrait, ça reste secondaire, mais c'est plus concret que dans certains autres jeux comme Gentes ou Seven Wonders. Alors, moi, j'irais avec ce milieu-là. Oui, il y en a qui vont dire que pas ou très peu d'interaction entre les joueurs. Bon, là, j'entrerai pas là-dedans parce que j'ai pas joué avec d'autres joueurs. En solitaire, c'est vrai, c'est totalement vrai, il y a très peu d'interaction entre nous et l'automa. En fait, les seules interactions qu'il va y avoir, c'est quand l'automa va essayer de venir conquérir l'un de nos territoires, ce qui arrive beaucoup trop souvent à mon goût, ça je reviens dans quelques instants. Si l'automa essaie de compétitionner pour obtenir les accomplissements, qu'il y a également à récupérer en fin de partie. Récupérer les landmarks, juste ici. Et il y avait quelque chose d'autre aussi, peut-être nous enlever des opportunités. Ah oui, c'est vrai, avec les inventions, juste ici. Alors, ça reste des interactions passives, ce ne sont pas des interactions très, très, très agressives, mais oui, il y a quand même cette tension-là qui est là, et ça, on le ressent vraiment lorsque je pourrais maintenant aller me chercher un landmark et m'assurer de l'obtenir. Par contre, il y a une chance que mon adversaire passe, que l'automa passe face à face de revenu et que ça m'enlève un immense bénéfice si je passais maintenant. Et rien ne me dit qu'il passera pas qu'il va passer au prochain tour. Alors, cette tension-là se fait sentir dans des situations comme ça où est-ce que, par exemple, je pourrais décider de passer et finalement, l'automa, mon adversaire ne passe pas, va récupérer le landmark dont j'avais absolument besoin. Alors oui, il y a des petites interactions comme ça, mais c'est rien de très, très, très là, poussé. Ça va pas susciter de grands soulèvements, de négociations et de tout ça. Non, on n'est pas là-dedans. Ici, même s'il y a la possibilité, selon les règles, de faire des ententes entre les autres joueurs humains, bon, j'ai essayé de faire une entente, un pacte avec l'automa de non-agression. Ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, ça m'amène à parler des agressions, en fait, des conquêtes dans le jeu. L'automa, comment il fonctionne? Je ne sais pas si c'est seulement basé sur les 3 parties que j'ai fait, si ça donne comme ça. Si vous avez eu l'occasion d'y jouer en solitaire, vous pourrez me faire part de vos commentaires. Mais j'ai l'impression que l'automa est axé grandement sur la conquête. Alors que moi, les 3 parties que j'ai faites, j'ai vraiment pas mis l'accent ou l'importance là-dessus. J'avais 1 ou 2 ou peut-être 3 territoires qui étaient conquis.
alors que l'Automa en avait peut-être 5, 6 ou 7, des choses comme ça, peu importe son profil, s'il était conquérant, ingénieur, explorateur ou quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qui nous dit que l'Automa va effectuer l'action de conquête? Eh bien, ça peut dépendre, oui, quelle est sa piste préférée. C'est sûr que si c'est celle qui est militaire, il va effectuer plus d'actions militaires normalement. Mais on a également la possibilité pour lui... Parce que le problème, ce n'est pas nécessairement le nombre de conquêtes qu'il va faire. C'est qu'on a cette espèce de petite icône juste ici qui, à mon œil, ressemble étrangement à une poivrière qui est en train de tomber. Mais ça représente en fait le bot. Donc, ce que cette action va nous dire, c'est que si à ce moment-ci, l'Automa effectue une conquête et qu'on retrouve ce symbole, la poivrière en train de tomber, dans la section active de la carte, eh bien, il va non seulement conquérir le territoire, mais en plus, il va s'assurer d'être invaincu en y plaçant, comme ceci, un petit outpost d'adversaire. Comme ça, c'est impossible pour moi d'aller reconquérir ce territoire. Et ça arrive excessivement souvent. En tout cas, dans les 3 parties que j'ai faites, je crois que c'est arrivé une fois dans 2 de ces parties où l'Automa a seulement conquis un territoire comme ça et où est-ce que par la suite j'aurais eu la possibilité d'aller le reconquérir. Mais c'est très difficile. J'ai l'impression que ça rend la piste militaire beaucoup moins intéressante pour les conquêtes. En fait, pour le combat entre les deux, là, parce qu'il serait possible pour moi de conquérir autour de mon territoire de base, mais pour aller chercher les territoires de l'adversaire, pour lui retrancher des points, j'ai l'impression que ça coupe un peu cette opportunité. Alors voilà, grosso modo, ce que j'avais à dire sur Tapestry, et je sais, je termine sur une note négative là, en parlant de l'aspect militaire et tout ça, mais mon point de vue, c'est qu'en solitaire, c'est un excellent jeu. J'ai hâte encore d'y rejouer ma 4e partie. Pour l'instant, dans chaque partie, j'ai essayé de viser une piste différente. Alors, dans ma 4e partie, il me reste à viser la piste militaire. Je pourrais donc tester ce que je suis en train de dire, voir est-ce que c'est une piste qui est viable. D'ailleurs, j'en ai pas parlé des scores et de la difficulté à vaincre le bot. Je termine avec ça. C'est très, très, très difficile de vaincre l'Automa. En fait, dans mes 3 parties, j'ai seulement réussi à le vaincre une fois. J'ai choisi le niveau de difficulté 2 sur 6, je vous le rappelle, et le bot avait comme profil les explorateurs. Alors, non, c'est pas ça. Les ingénieurs, alors, ils faisaient des points pour chaque landmark qu'il allait récupérer. Et étrangement, dans cette partie, il en a récupéré beaucoup moins que les autres fois. Alors, j'ai réussi peut-être à mieux gérer les pistes et tout ça. Ce qui a fait en sorte que j'ai réussi à le battre, mais de façon là, très, très, très serrée. Je crois qu'on avait à peine 7 ou 8 points de différence. Alors, c'est un jeu qui représente un bon challenge, qui n'est pas décourageant, mais qui peut s'avérer très, très, très difficile. Alors, bref, mon point de vue pour le mode de jeu en solitaire, c'est que ça tient la route, c'est rapide, c'est fluide, c'est satisfaisant. J'ai bien hâte d'y jouer en multijoueur avec d'autres humains. Alors, si vous êtes là après 25 minutes, que vous m'écoutez encore, alors je vous invite cordialement à venir chez moi, ici, dans la belle région de la Beauce, au Québec, pour qu'on puisse faire une partie de Tapestry parce que j'ai hâte de l'essayer avec des humains, de partager mon intérêt pour le jeu et voir si c'est aussi satisfaisant, aussi bon avec d'autres joueurs parce que jouer en solitaire, bon, j'aime bien ça, ça me permet de tester le jeu, mais après plusieurs parties, ça me déprime un peu. Alors, j'ai besoin de ce contact humain. Venez jouer avec moi, venez jouer et on pourra faire une critique collective de Tapestry. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur le jeu si vous l'avez essayé, si vous ne l'avez pas encore essayé, si c'est un jeu qui vous intéresse. Sous la vidéo, envoyez-moi également un pouce vers le haut. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.